DC Design est une toute jeune entreprise fondée en 2005 par 5 associés à la sortie de leurs études. Une entreprise qui a une activité pour le moins étonnante. Premièrement, elle ne vend pas d'objets qu'elle dessine, mais des conseils en design à d'autres agences de design. Deuxièmement, elle propose ses services à des agences situées dans des pays émergents, comme la Corée du Sud et l'Inde. Contrairement aux idées reçues, ces pays réservent de belles opportunités aux pays développés. Mais alors, ces opportunités sont-elles durables ? Coréens et Indiens n'ont-ils pas vocation à faire du design aussi bien et moins cher que les Français ? L'objectif de cette vidéo est de croiser 3 points de vue sur l'intérêt du commerce avec les pays émergents. Celui d'entrepreneurs qui mettent en œuvre une activité de commerce international, celui d'experts de l'essor des pays émergents dans le design et au-delà, enfin celui de David Ricardo, qui s'est intéressé dès le XIXe siècle à démontrer l'intérêt durable du commerce international. Cette aventure de commerce international commence avec une équipe de 4 jeunes diplômés convaincus que le design fait vendre. Elle est composée de 3 designers et de sa directrice, Tiffany Gigabel, qui a un diplôme de management de l'ESCA. L'École supérieure des sciences commerciales d'Angers a une antenne située au sein du pôle Léonard de Vinci, dans les Hauts-de-Seine. Emmanuel, designer, nous explique en quoi consistent les études qu'il a suivies. C'est une formation qui est entre 3 grands domaines, quoi. Entre l'économie, qui est quand même là tout le temps sur tous les projets, entre l'art, donc la formation artistique qu'on a eue, les références artistiques, et la technique, donc là où c'est la technologie, la connaissance des matériaux. L'idée apparemment étonnante de vendre des services de design à des agences coréennes découle des expériences qu'Emmanuel et un de ses associés ont vécues en Corée du Sud et en Inde pendant leurs études. Avec ma culture française, j'ai débarqué dans une agence où ils étaient 25 Coréens, 25 à penser créativement, mais de la même façon. Donc quelqu'un qui arrive au milieu de tout ça et qui a une culture européenne, il explose un peu tous les codes de la création et de la créativité, ce qui a fait que les projets que je proposais, mon patron me traitait de fou. Moi, je lui ai fait des dessins en lui proposant une télé où on vient donner un coup de pied dedans pour l'allumer. Donc en bas, il y a un gros ballon et puis c'est tapé dedans, c'est le bouton on. Donc tout ça, c'était des projets complètement fous pour lui. Mais quand ses clients à lui sont passés, les seuls dessins sur lesquels ils sont vraiment arrêtés, c'était les miens. Quelle est concrètement la valeur ajoutée du design français par rapport au design coréen ? En France, on intervient en amont. En Corée, on intervient en aval des objectifs économiques. Les Asiatiques, dans l'ensemble, ont tendance à se dire « bon, je suis une fille, je vais faire du rose. Je suis un garçon, je vais faire du bleu ». Donc ils ont fait une étude sur un téléphone en 3 semaines. En France, on met 3 mois, mais ils ont tout. On leur fournit la taille de l'écran, on leur fournit en gros les boutons qu'il faut utiliser, les fonctionnalités du téléphone. Il n'y a pas d'innovation du tout, on est juste sur du formel. En France, on a plus tendance à se dire « je travaille pour telle catégorie socio-professionnelle », par exemple pour les gens qui vont beaucoup au cinéma, pour les gens qui vont boire des cafés souvent. On fait presque un travail de sociologie, je dirais en amont, en recherche, pour être capable de proposer un projet cohérent. Tirant les enseignements de cette expérience, Emmanuel et ses associés fondent DC Design en 2005. Leur idée, le design français, particulièrement créatif, peut apporter des éclairages nouveaux aux pays émergents. DC Design va nouer des partenariats avec une agence coréenne, Design Mall, et une indienne, Flip Design. Nous avons choisi de travailler en partenariat avec d'autres agences de design. Parce qu'une première raison, c'était aussi une question de coût. C'est beaucoup moins cher que d'installer une filiale. Chacun reste indépendant. Deuxièmement, ça nous permet de bien connaître le marché, puisque les agences locales connaissent bien leur propre marché. Troisièmement, nous voulions rester tous indépendants, que chacun garde sa vision du design et sa clientèle. On a des honoraires, et ces honoraires-là sont calculés sur le temps en fait, qu'on passe sur le projet. DC Design a déjà effectué une première mission pour Design Mall. Nous avons travaillé avec Design Mall pour un client qui est fabricant de téléphones portables et qui donc fait appel à une agence de design coréenne, puisqu'ils sont quand même assez développés en téléphonie portable comme LG et Samsung. De son côté, donc Design Mall, l'agence coréenne, avait envie d'avoir un nouveau style, quelque chose d'un petit peu plus innovant, un petit peu plus frais, on va dire. Et le design français, pour ça, est assez reconnu. Le but du client constructeur de téléphones étant d'exporter vers l'Europe, DC Design a commencé par une étude du marché européen du mobile. Puis ils sont partis en Corée. Nous avons présenté l'étude, on a commencé à travailler sur des croquis, puis ensuite mélanger avec les Coréens et vraiment essayer de mixer les idées pour arriver à un projet qui soit plus innovant en termes d'esthétique et en même temps vraiment terminé techniquement. Ce créneau semble porteur, mais tout n'est pas gagné. Notre chiffre d'affaires, nous le réalisons avec des clients français sur un marché
quasiment exclusivement français. Notre partenariat avec la Corée et l'Inde, ça représente pour l'instant 10% du chiffre d'affaires. DC Design se donne 5 ans pour voir la part internationale de son chiffre d'affaires passer de 10 à 50%. L'avenir dira si cette société percera. Elle est en tout cas le révélateur de nouvelles opportunités d'affaires au sein des pays émergents. Qu'en pensent les experts sur un plan plus général ? Les spécificités du design français sont-elles assez profondes pour prospérer à moyen et long terme ? Les origines du design occidental remontent à la fin de la révolution industrielle au XIXe siècle. Une tradition ancienne donc. Mais pourquoi est-elle née à cette époque précisément ? À partir du moment où on faisait des objets en série, de manière répétitive, il n'y avait pas le charme qu'il y avait quand l'artisan travaillait de ses mains pour faire les objets. Et puis ensuite, alors il y a eu l'après-guerre, Première Guerre mondiale, mais surtout après la crise de 29 aux États-Unis. L'industrie a été en très forte crise et on a découvert que le design était une façon de récupérer des marchés et de restaurer et de retrouver des clients. En cherchant à plaire, le design fait vendre. Il est d'ailleurs à l'origine de certains succès commerciaux, comme celui de la 2 chevaux. L'idée de départ du dirigeant de l'entreprise, c'était de demander une voiture qui soit facile à utiliser, qui ne se salisse pas trop. Alors on raconte toujours qu'il disait on peut y mettre 2 paysans en sabot avec un sac de pommes de terre. Donc vous voyez, c'était un objet extrêmement simple, extrêmement convivial, facile à utiliser, à entretenir. Et c'est en plus assez typique de ce qu'on appelle le design français. Mais pourquoi le design français est-il si attractif ? Il y a 3 dominantes. La première, c'est que c'est un design qui est assez sensible, assez coloré. La deuxième, c'est que c'est un design assez astucieux. Je dirais ça, c'est la 2 chevaux, par exemple. C'est l'exemple du design un peu astucieux, bricoleur, le produit facile d'utilisation. Et puis alors la troisième dimension qui est intéressante aussi aujourd'hui, on a un design qui permet de réfléchir davantage, plus loin aux objets, à la manière dont il est utilisé, dont il pourra être utilisé demain. Est-ce qu'on pourrait changer ces matériaux et pas uniquement se dire est-ce qu'on peut le faire simplement mieux et plus joli en fait. Le design occidental a donc de nombreux atouts à faire valoir dans des pays émergents, comme l'Inde ou la Corée du Sud. Mais qu'est-ce donc qu'un pays émergent ? C'est un pays qui n'est pas un pays développé, qui n'est pas un pays en voie de développement, qui est un pays qui est en train de rattraper rapidement son retard. Donc il y a une forte croissance et qui est un pays de niveau de vie intermédiaire. En effet, le PIB de la Corée du Sud ne cesse de grimper. La croissance des pays émergents est souvent vue d'un mauvais œil. S'ils permettent aux consommateurs de bénéficier de produits moins chers, ils sont aussi perçus comme responsables de pertes d'emplois en Occident. Mais ils représentent en fait de fantastiques opportunités pour les pays développés. C'est des pays qui sont très peuplés, avec des populations qui sont de plus en plus riches, et donc forcément ça fait des bonnes opportunités commerciales pour toutes les entreprises des pays développés. Les pays émergents importent de plus en plus de produits venant de pays développés. Le marché coréen de la montre en est un exemple. 80% du chiffre d'affaires de ce marché est réalisé par des entreprises occidentales de luxe, telles que Cartier ou Burberry. L'industrie locale ne correspond qu'à 20% du marché, une part qui tend encore à diminuer. C'est sûr, l'Europe a une carte à jouer. Mais le développement des pays émergents très rapide ne risque-t-il pas, à la longue, de tourner en notre défaveur ? La Corée pourrait être bientôt notre rivale ? C'est un pays qui atteint un niveau de vie qui est très proche de ceux des pays les plus développés, et donc qui est sorti de l'émergence pour finalement rattraper quasiment le groupe de tête. D'après le classement annuel publié par l'IMD, l'Institute for Management Development, la Corée est l'un des pays les plus compétitifs, juste derrière la France. Elle offre aux entreprises de très bonnes conditions de création de richesses et d'emplois. Après avoir rattrapé son retard industriel, la Corée a mené depuis quelques années une politique très active pour développer son économie dans plusieurs domaines. En matière d'éducation, en recherche et développement, et même en design, avec un plan qui ne manque pas d'ambition et l'un des plus grands salons internationaux du design. Il y a de très fortes politiques nationales de design qui sont affirmées par les présidents. Moi, j'étais en 2003 à la Maison Bleue, qui est l'équivalent de la Maison Blanche ou l'Élysée, où le président de la République annonçait son grand plan de design. La Corée n'est donc plus du tout à la traîne. Mieux encore, la Corée est le pays émergent qui investit le plus en Europe relativement à son PIB. Suivent Singapour, Taïwan, l'Inde ou encore Hong Kong. Ce dynamisme ajouté à des coûts de production relativement bas peut alarmer les pays développés. Dans quelques années, l'agence DC Design aura-t-elle encore quelque chose à vendre à ces pays ? Et plus généralement,
Si les pays émergents font mieux et moins cher, que pourront leur apporter les pays développés ? Ce raisonnement, souvent entendu, repose sur une théorie du commerce international développée par le philosophe et économiste écossais Adam Smith au XVIIIe siècle. Selon lui, les pays n'ont intérêt à échanger entre eux que s'ils sont absolument meilleurs dans un secteur par rapport à l'autre pays. Par exemple, admettons que la France soit absolument meilleure que l'Italie dans la production de fromage. Elle le produirait mieux et en moins de temps. Admettons de même que l'Italie soit absolument meilleure dans la production de pâtes. Chacun des pays va se spécialiser dans la production de ce qu'il fait le mieux par rapport à l'autre et l'échanger. Il paraît logique de conclure que si un pays n'a aucun avantage absolu, il ne pourra rien échanger. Et donc que si les pays développés n'ont plus aucun avantage absolu, ni en design, ni dans les autres secteurs, ils n'ont plus aucun intérêt à échanger. Et pourtant, un célèbre économiste anglais, David Ricardo, a prouvé le contraire. Il prend un exemple simple pour soutenir sa théorie, celui de l'Angleterre et du Portugal. Il imagine un monde composé de 2 pays où seuls du drap et du vin sont produits. Chaque pays a besoin d'un certain nombre de travailleurs pour produire une unité de drap et de vin. En Angleterre, il faut 150 travailleurs pour fabriquer une unité de drap et 300 pour fabriquer une unité de vin. Au Portugal, il faut seulement 100 travailleurs pour fabriquer la même quantité de drap et 50 pour fabriquer la même quantité de vin. Le Portugal est clairement le pays le plus productif puisqu'il lui faut moins de travailleurs pour les 2 produits. Pour fabriquer une unité de drap et une autre de vin, l'Angleterre devra mobiliser 450 travailleurs et le Portugal seulement 150. L'Angleterre est clairement défavorisée. Donc dans cet exemple-là, le Portugal a tous les avantages absolus. La question est de savoir, c'est est-ce que ces 2 pays ont tout de même intérêt à échanger, oui ou non? Alors le raisonnement Ricardo est le suivant. Imaginons que l'Angleterre ne produise que du drap et le Portugal ne produise que du vin. Alors dans ce cas-là, les 450 travailleurs anglais vont être employés dans l'industrie du drap. Il faut 150 heures de travail pour fabriquer une unité de drap. Donc tous ces gens vont fabriquer au final 3 unités de drap. Puisqu'il faut 150 travailleurs pour produire une unité de drap, les 450 Anglais vont en fabriquer 3. Quant au Portugal, avec ses 150 travailleurs, il va pouvoir produire 3 unités de vin, puisqu'une unité nécessite seulement 50 personnes. La spécialisation de chacun des pays a permis de faire passer la production mondiale de 2 unités de vin et 2 unités de drap à 3 unités de vin et de drap, sans que le nombre de travailleurs ait été augmenté. Les pays peuvent s'échanger ce dont ils ont besoin et garder le surplus. Tout le monde a gagné à l'échange, alors même que le Portugal a tous les avantages absolus. En effet, au terme de l'échange, le Portugal dispose d'une production de 2 unités de vin et 1 de drap. Évidemment, tout ça n'est pas magique, mais et personne ne va décider que tel pays va se spécialiser uniquement dans un secteur et tel autre dans un autre. Il faut que les décideurs économiques, les entreprises, aient la volonté de se spécialiser. Alors comment ça marche? La spécialisation est le fruit d'un raisonnement logique. L'Angleterre a besoin de moins de travailleurs pour produire le vin que le drap. Le drap coûte donc relativement peu cher à produire. Au Portugal, en revanche, c'est la production de vin qui est relativement bon marché par rapport au drap. L'Angleterre va préférer produire uniquement du drap et importer le vin portugais moins cher. Le Portugal va préférer produire le vin et importer le drap. L'idée de Ricardo est de dire qu'il ne faut pas comparer le coût de production dans un secteur dans un pays au coût de production de ce même secteur dans un autre pays, mais de comparer la différence de coût dans les 2 pays entre les secteurs. C'est le concept des avantages comparatifs. Cette théorie des avantages comparatifs peut également être résumée très simplement. C'est ce qu'a fait Paul Samuelson. Il imagine un avocat qui fait tout mieux que son secrétaire. L'économiste explique qu'évidemment ce dernier ne sera pas licencié pour autant. En effet, l'avocat trouve intérêt à déléguer des tâches et à dégager ainsi un temps supplémentaire pour un travail plus rémunérateur. Cette théorie des avantages comparatifs montre que des activités de commerce international, telles que celle de DC Design, même avec des pays émergents, ont de beaux jours devant elles. Même si le design coréen devient très compétitif, la France a intérêt à exporter son savoir-faire en design, car il reste un pôle d'excellence au sein de ses propres industries. Et même si le rapport de force actuellement favorable aux pays développés devait s'inverser, il y aura toujours une opportunité à se spécialiser et à échanger. En attendant, DC Design profite de la belle opportunité de collaboration avec l'Inde et la Corée du Sud et voit loin.
très loin. Ce sont de gros marchés, il y a des grosses perspectives de développement. L'Inde est à plus de 8% de croissance par an, donc on sait très bien que tout va se passer là-bas.